premier ou une première ministre sera bientôt nommée à Matignon et il ou elle sera en charge de la planification écologique. Comment ce concept qui sent bon l'après-guerre peut-il s'appliquer aux défis de la planète? La planification peut-elle permettre d'atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050? Le 1 Hebdo est intitulé cette semaine Écologie. Quel est le plan? Et son rédacteur en chef est avec nous comme chaque vendredi. Bonsoir Julien Bisson. Bonsoir Marion. Alors pourquoi le choix de cette une s'est imposé à vous? Eh bien parce qu'après avoir été quasiment absent de toute la campagne, l'écologie et la transition écologique se sont taillées une toute petite place dans les dernières semaines avec un mot qui paraissait plutôt ancré dans le passé et qui est revenu pour parler de l'avenir, la planification. Alors planification écologique, qu'est-ce qu'on met derrière ce concept défendu par Emmanuel Macron après Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est un outil purement technique, scientifique, qui peut permettre d'avoir un consensus partagé, ou est-ce que c'est plutôt un instrument politique qui va être propice à des débats enflammés? C'est la question qu'on va poser à nos invités. Et qui ne seront sans doute pas tous d'accord. J'accueille Rémi Babu, vous êtes ingénieur et urbaniste et chef de projet à The Shift Project, qui est un think tank, on le rappelle, qui œuvre pour une économie décarbonée. Bonsoir, merci d'être là. Clément Sénéchal, bonsoir, vous êtes porte-parole climat chez Greenpeace France. Et Paloma Moritz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste écologie et société chez Blast, le média. Nous avons également en liaison avec nous Nicolas Gint, j'espère bien prononcer votre nom, vous allez me corriger. Bonsoir, Nicolas Gint. Et vous êtes membre de l'Alliance 4F, en fait, qui est le fret ferroviaire français du futur, qui réunit les principales entreprises de ce secteur. On vous revient vers vous, effectivement, pour faire un focus tout à l'heure sur le fret ferroviaire. Avant d'ouvrir le débat, qui j'espère sera riche, je vous propose qu'on écoute justement cette fameuse déclaration du président Emmanuel Macron, qui était au moment de l'affaire plutôt candidat, puisque c'était dans l'entre-deux tours à Marseille. Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Cela concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements, tous les investissements, bref, toutes les politiques. Et parce que cela démontre irréfutablement l'importance que nous accorderons à ce combat du siècle. Voilà, déclaration donc d'entre-deux tours. Il faut rappeler le contexte. Emmanuel Macron était aussi en opération séduction vis-à-vis des électeurs de gauche. Première question pour vous, Rémi Babu, justement. Est-ce que vous y croyez à cette planification? Pour vous, c'est une bonne option pour atteindre la neutralité carbone? Nous, disons que du côté du Shift Project, on est assez content que ces termes-là fassent leur chemin jusqu'au plus haut niveau de l'État. Maintenant, il va falloir voir quels vont être les moyens qui vont effectivement être mis derrière. C'est-à-dire que ces sujets-là soient confiés au Premier ministre, c'est une très bonne chose. Il faut que Bercy arrête de gagner des arbitrages face au MTES, ou plutôt que le MTES, le ministère de la Transition, arrête de les perdre face à Bercy, typiquement, pour caricaturer un petit peu. Et donc, que le Premier ministre soit là pour faire la synthèse et mettre en lumière des arbitrages qu'il y a à prendre entre différents ministères, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'il ait la capacité de mettre ça en discussion avec des services techniques qui permettent à la fois de tout simplement comparer, mettre en trajectoire et assurer que techniquement ce que lui disent les différents secteurs, les différents ministères soient cohérents. Et puis, d'autre part, qu'ils animent ça. Et puis enfin, après, qu'il ait le poids politique pour trancher. On a vu qu'avec un haut commissaire au plan, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de poids politique derrière, bien que le terme plan soit là. Clément Sénéchal, est-ce qu'à Greenpeace, vous y croyez à cette conversion, à la planification écologique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît positif, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le fait d'avancer ce concept de planification? Il y a forcément de l'opportunisme de la part d'Emmanuel Macron. Je rappelle que la France a déjà des objectifs climatiques et qu'elle est déjà censée planifier des politiques publiques qui permettent de les atteindre. Or, Emmanuel Macron et son Premier ministre et la politique qui a été conduite par ce gouvernement ont été doublement condamnés par la justice, précisément parce qu'ils font défaut sur ces objectifs climatiques de la France. Donc ça dépend quel contenu on donne à la planification écologique. Aujourd'hui, on est sur une pente suicidaire, en réalité, l'humanité. Le GIEC dit qu'on a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre de 50% depuis le début des négociations climatiques internationales en 1990. On est sur une trajectoire à plus 3,2 degrés. Il faudrait être sur une trajectoire à plus 1,5 degrés à la fin du siècle. Et ça implique de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici à 2030. Comment on fait? Le GIEC est très clair, ça veut dire réduire notre consommation d'énergie et réduire notre consommation de matières premières. Ce qui veut dire que notre horizon collectif, c'est celui de la limite.
Mais pardon, mais la planification, c'est un bon outil pour ça ? C'est celui d'une limite qui se resserre. Ce qui veut dire que les pouvoirs publics, aujourd'hui, doivent organiser de la sobriété. Et donc, ce qu'il faut planifier aujourd'hui, c'est une péréquation équitable des ressources. Il faut réencastrer notre économie dans les limites planétaires. Donc, la planification, c'est le pendant politique des prévisions scientifiques. Et il y a 2 leviers pour ça. Il y a un levier qui est réglementaire, qui consiste à mettre enfin des objectifs climatiques contraignants aux grandes entreprises. Aujourd'hui, le CAC 40, qui fait des profits records, n'a toujours aucun objectif climatique, alors qu'il a une empreinte carbone qui est complètement démesurée, qu'il est sur une trajectoire à plus 3,5 degrés. Il va falloir aussi supprimer certains usages petit à petit qui sont artificiels et incompatibles avec l'état de la planète, comme les vols en avion, les vols en jet privé. Vous avez certainement plein de choses à dire, effectivement, pour alerter sur ce sujet, mais je voudrais qu'on répartisse la parole et qu'on reste pour l'instant sur ce sujet de la planification. Paloma Maurice n'a pas encore parlé et je voudrais savoir si, comme vous le suggérez d'ailleurs, ce mot de planification est pour vous une manière, un outil langagier aussi qui sert à préparer la population de manière un peu plus douce à des renoncements qui ne sont pas annoncés comme des renoncements. En fait, le problème, c'est que pour le moment, ce n'est qu'un mot, la planification écologique. C'est-à-dire que c'est une méthode. Mais ce qui serait intéressant de savoir, et pour le moment, c'est quand même très, très flou, c'est quelle vision de l'avenir, en fait, cette méthode va venir servir. Et aujourd'hui, si on regarde les rapports prospectifs, et le plan de transformation de l'économie française est un rapport prospectif qui nous projette, en fait, dans une France neutre en carbone en 2050, on a un peu 3 grandes visions de l'avenir. Donc, on a, en gros, cette vision qui est ancrée dans les 30 Glorieuses, qui nous mène dans le mur, hein, donc à plus 3,2 degrés, comme nous disait Clément. On a une vision techno-optimiste de l'avenir et on a une vision qui va plus être une trajectoire de sobriété. Il me semble que pour le moment, quand on regarde par exemple le programme d'Emmanuel Macron, on est plutôt dans cette vision techno-optimiste de l'avenir en disant qu'on ne va pas justement tant changer nos usages que ça et que par exemple on va continuer à prendre l'avion puisque l'avion sera vert. Sauf qu'en fait, l'avion vert, il ne sera pas prêt avant 2035 et encore et il ne pourra pas du tout absorber le trafic, l'augmentation du trafic aérien actuel pour donner qu'un exemple. Et donc, on a besoin de se mettre dans cette trajectoire de sobriété, mais pour le moment, on a très peu, en fait, de signaux qui nous montrent qu'on va vers cette sobriété-là. Et je pense aussi que c'est une question aussi de curseur, c'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on va faire ce suivi de la planification écologique et par quoi on va déterminer si cette planification est bonne ou pas. Et donc, finalement, de revenir à qu'est-ce que le bien commun, qu'est-ce que sont, en fait, les priorités collectives et donc de sortir d'une sorte d'idée qui est simplement de la rentabilité aujourd'hui. Alors Rémi Babu, on vient justement de parler du plan de transformation de l'économie française, du Shift Project. Ce plan de transformation dit on va réduire de 5% des émissions de gaz à effet de serre chaque année par rapport à l'année précédente. Alors comment est-ce qu'on fait ? C'est quoi les priorités pour réussir à faire ce genre de choses ? Les priorités, c'est d'attaquer les gros secteurs qui émettent beaucoup. Donc ça va être typiquement les transports qui sont à peu près à hauteur de 30% des émissions nationales en France. Ça va être le bâtiment, donc le logement que je connais particulièrement bien. Mais ça va infuser derrière dans tous les secteurs de l'économie. Et disons qu'il va y avoir des conséquences pour chacun de nous, c'est-à-dire dans nos travaux quotidiens, dans nos façons de vivre. Donc il y a une difficulté derrière tout ça qui est qu'il faudra trancher un moment sur les usages et sur qu'est-ce qu'on va prioriser. C'est-à-dire que le Shift Project, typiquement, nous, on a donné une trajectoire aujourd'hui avec notre vision d'ingénieur. On attaque les gros secteurs, on coupe très très vite les émissions, mais on n'est pas légitime pour faire ça. C'est-à-dire, nous, on vient en tant qu'aiguillon des politiques publiques donner une autre vision. Par contre, on n'a pas de mandat électif, par exemple, et donc là où l'État a un rôle à jouer avec un concept de planification, c'est que il doit mettre en discussion en fait les quantités qui vont s'entrechoquer parce que typiquement, si on veut continuer à vivre comme aujourd'hui dans nos maisons ou à voyager aujourd'hui en avion, etc., on va dépasser l'enveloppe de gaz à effet de serre qui est entre guillemets non négociable pour se limiter à 1,5 degré. Et donc tout ça, ça va faire un tas de débats qu'il va falloir mettre en évidence entre différents territoires. Est-ce que les métropoles peuvent continuer à toutes jouer le jeu de l'attractivité l'une contre l'autre entre secteurs ? Est-ce qu'on doit consacrer la biomasse à fabriquer des carburants verts pour l'aviation ? Ou alors est-ce qu'on doit plutôt la consacrer à se chauffer, etc. Et en fait, la priorité qui doit être donnée à ces usages-là, c'est les gens et les représentants de la société qui ont la capacité de le donner.
Alors justement, est-ce que, puisqu'on ne connaît pas, et vous le dites tous sur ce plateau, quelle est la teneur exacte de cette planification, est-ce que vous, chez Greenpeace, vous appelez... la question, c'est qui planifie l'État seul, l'État et la région. Est-ce que vous souhaiteriez, c'est qui dans cette entreprise de planification, que des experts soient associés, que des militants soient associés? Oui, il faut que la société civile soit associée, il faut que le savoir des experts irrigue ces politiques publiques. Aujourd'hui, il s'agit de transformer les termes scientifiques en termes politiques. Il faut que les populations aussi soient associées, parce que l'enjeu principal, c'est celui de l'acceptabilité sociale autour des efforts à fournir, et donc un partage de l'effort de sobriété qui soit équitable. Comment on y parvient? Eh bien, on demande des efforts différenciés aux différentes couches sociales et qui soient perçus comme juste. Par exemple, si on regarde la question du prix de la tonne de carbone, c'est-à-dire que là, il faut extirper la tonne de carbone de notre économie, donc la pénaliser sur le plan économique. Aujourd'hui, on a eu cette taxe carbone en 2018 qui a été suspendue parce qu'elle a suscité la crise dite des gilets jaunes. Le problème, c'est que cette fiscalité carbone, aujourd'hui, elle pèse 4 fois plus sur les 20% de ménages les plus modestes par rapport aux 20% de ménages les plus aisés. Alors qu'à raison de leur consommation, si on regarde par exemple les 1% les plus riches en France, ils émettent 13 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les plus modestes. Et quand on regarde les émissions qui sont liées au patrimoine financier, on s'aperçoit que les 1% émettent 66 fois plus que les 10%. Et si on ajoute les actifs professionnels, on s'aperçoit que 63 milliardaires ont une empreinte carbone équivalente à 50% de la population française. C'était dans le rapport du GIEC, tout ça. Donc il faut à un moment donné appliquer cette fiscalité carbone au capital et frapper d'abord les ménages les plus riches. C'était par exemple l'idée derrière l'ISF climatique qui a été défendue par plusieurs candidats dans cette élection présidentielle, mais pas par Emmanuel Macron. Il y a quand même une question qui se pose, Paloma Moritz, c'est le fait qu'on vit dans un monde d'incertitude. On a connu la crise du Covid, on a connu la guerre en Ukraine aujourd'hui. Est-ce que c'est compatible d'avoir une planification sur plusieurs années, alors même que les incertitudes arrivent année après année ? En fait, en réalité, aujourd'hui, il y a un peu deux grands enjeux. Il y a à la fois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter. Puisque quoi qu'il arrive, en fait, on le voit, on a des chocs de plus en plus importants qui sont liés au dérèglement climatique. On le voit avec la sécheresse qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, en fait, il faut essayer de prévoir au maximum, tout en sachant que oui, on prévoit tout en évoluant dans l'incertitude. C'est un peu tout le paradoxe de cette planification écologique. Mais c'est là encore, justement, c'est très important de se dire quelle vision de la société ça va servir et d'avoir aussi cette question démocratique, de dire comment est-ce que, et c'est ce que dit le GIEC dans son dernier rapport. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas sans plus de démocratie, sans des concertations au niveau local, sans prendre en compte les inégalités, les discriminations, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a besoin aussi d'un peu plus d'éléments sur cette planification écologique. Comment est-ce qu'elle va se faire? Et est-ce qu'elle va se faire simplement avec les experts ou en concertation avec la population? Moi, ce qui, par exemple, m'inquiète, c'est de me dire que la Convention citoyenne pour le climat, qui était quand même un exercice inédit de démocratie délibérative avec 150 citoyens et citoyennes tirés au sort qui ont mis en place, qui ont été formés sur l'urgence écologique et qui ont proposé des mesures justement de justice sociale pour vraiment faire face à l'urgence, n'a pas été écouté et qu'il n'y a que 10 mesures sur 149 qui ont été reprises sans filtre. Donc en fait, par exemple, dans cette planification écologique, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que Emmanuel Macron va reprendre ces 149 mesures qui quand même traçaient une voie qui est très en lien avec la plupart des rapports prospectifs et même le plan de transformation de l'économie française ou pas? Effectivement, c'est une question qui se pose. On va aller s'intéresser au sujet particulier maintenant de la mobilité et de la mobilité des marchandises avec le fret ferroviaire, un terrain totalement à l'abandon puisque le fret ferroviaire et fluvial ne représente que 9 et 3% des parts de marché du fret. J'accueillais tout à l'heure Nicolas Gint qui va nous en parler. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde justement un exemple de ce qui s'est passé dans ce domaine récemment. C'est une entreprise qui a eu une couverture presse, comme on dit, qui a suscité l'intérêt parce que c'est une coopérative qui a justement relancé une petite ligne à l'abandon et qui compte en faire notamment du fret. On regarde le reportage et on vous retrouve juste après, Nicolas Gint. Des petites lignes qui traversent la campagne, souvent laissées à l'abandon. L'une d'elles va revivre grâce à une entreprise pas comme les autres. Une coopérative portée par des personnes de tous horizons. Anciens hauts fonctionnaires, chercheurs, agents SNCF. Ce sont ces tôles qui sont ici que nous allons poser sur les arceaux et qui vont permettre finalement d'ouvrir et de fermer le wagon de manière beaucoup plus facile. Des techniciens, des peintres, des soudeurs s'apprêtent à redonner vie dans cet atelier à des wagons de marchandises construits dans les années 80 qui n'ont pas roulé depuis plusieurs années.
Il y a beaucoup de choses à faire. Le wagon, il a pris le soleil, la pluie, le vent. Donc il faut d'abord refaire toute la peinture de ce wagon-là. Il faut changer tous les joints. Le joint a disparu ici, il faut le remettre en place. Des wagons qui rouleront sur une première ligne de fret. Elle ira de Viviers de Casseville en Aveyron à Toulouse. Une zone où la livraison de marchandises a disparu. Ce sera désormais une navette quotidienne. Il faut qu'ils décaissent toute cette partie-là en fait, pour qu'on puisse accéder. D'accord. Pour Nicolas de Bézieux, à la tête de la coopérative, le pari est réussi. Voilà, le fait d'avoir le premier train qui circule, c'est un premier aboutissement. C'est un peu un accouchement en quelque sorte. Et c'est vraiment, c'est un moment de joie aussi, faut le dire. Donc ça, c'est chouette. Et la société veut aller encore plus loin, avec une ligne voyageurs. La liaison Bordeaux-Lyon, abandonnée par la SNCF il y a 7 ans, devrait être remise en service fin 2022. Un train régional desservirait entre autres les gares de Périgueux, Limoges ou Montluçon en 7 heures environ. D'ici quelques années, elle projette d'ouvrir d'autres liaisons, comme un Toulouse-Rennes par exemple. Alors Nicolas Gine, quand on sait qu'un seul convoi de fret ferroviaire peut transporter l'équivalent de 40 camions, on voit tout l'intérêt d'une conversion du fret de la route vers le rail ou le fluvial. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, la part du fret ferroviaire soit tombée au-delà, en dessous de 10%, c'est à 9% en ce moment en France. Comment est-ce que vous expliquez cela et est-ce que ça peut être changé ? Écoutez, nous, on est convaincus effectivement que ça peut être modifié. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que depuis ces 3 dernières années, on a atteint, Dieu merci, un plancher, c'est-à-dire que la part de marché du fret ferroviaire ne baisse plus. Je crois qu'il y a de très nombreuses raisons qui expliquent ce déclin tout au long des dernières décennies. C'est le déclin d'une partie de l'industrie nationale, c'est des connexions au port qui malheureusement n'ont pas été suffisamment bien réalisées. C'est des choix d'investissement qui ont permis de développer, je pense qu'on en est tous contents, des lignes grande vitesse qui aujourd'hui sont aussi un véritable atout de l'offre ferroviaire en France. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons, des bonnes, des plus décevantes, qui ont conduit à ce que effectivement le train aujourd'hui ne représente plus que 9% de part de marché du transport de marchandises, alors que comme vous le disiez, un train c'est 40 camions et un train, je pense que c'est extrêmement important de toujours avoir à l'esprit, c'est rapporté à la tonne, c'est 9 fois moins d'émissions de carbone. Et puis, on le voit tous les jours ces derniers temps, c'est 6 fois moins d'énergie consommée à la tonne transportée. Et on voit bien que l'énergie aujourd'hui devient un enjeu absolument majeur. Nicolas Gine, vous avez entendu depuis le début de l'émission, on parle de planification. J'ai l'impression que ce secteur justement du fret, du rail, se prête totalement à ce concept, à cette volonté de planification. Quel regard vous portez sur les échanges qu'on a eus sur cette planification écologique ? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un secteur qui se prête particulièrement bien. Moi, j'y vois deux raisons toutes particulières. D'une part, le temps du ferroviaire est un temps très long. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'investissements qu'on peut décider aujourd'hui pour le réseau seront lancés dans 10 ans et vivront pour des décennies qui suivront. Donc ça veut dire que la planification, elle est importante parce qu'elle permet de donner une visibilité de moyen long terme à un secteur dont c'est très clairement l'unité de mesure. On ne mesure pas en mois dans le fret ferroviaire, on mesure en années, voire en décennies. Donc la planification, ça a ce premier avantage. Le deuxième avantage de la planification tel qu'on le conçoit dans le secteur, eh bien, c'est l'idée de faire des priorités. On a besoin de prioriser des chantiers, on a besoin de prioriser l'utilisation des fonds qui ne peut pas être évidemment sans plafond. Et il est important de définir que tel chantier de mise en œuvre d'une plateforme de transport combiné est prioritaire sur d'autres types de projets parce que sur un horizon relativement rapide, à l'horizon de 2027, on sera en capacité d'augmenter le nombre de semi-remorques ou de conteneurs qui basculeront sur le train. Donc oui, la planification présente ces deux avantages selon nous. Mais Nicolas Ginte, le gouvernement avait voté la loi Climat et Résilience qui envisageait le fait de porter la part de marché du fret ferroviaire à 18% en 2030. Et à côté de cela, le financement, c'est 1,3 milliard alloué au fret ferroviaire pour la période 2021-2024. Est-ce que c'est trop peu ? Est-ce que pour l'instant, les ambitions ne sont pas à la hauteur ? En tout cas, les financements ne sont pas à la hauteur des ambitions ?
Alors, oui, je crois qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord un plan d'accompagnement et de subvention annuelle qui a été décidé l'année passée par le gouvernement. C'est la première fois que ça se passait et ça nous est annoncé jusqu'à l'horizon 2024, ce qui est déjà quelque chose d'absolument notable. C'est 170 millions d'euros par an. En plus, vous l'avez dit, il y a un autre plan sur l'investissement cette fois-ci qui a été décidé, 1 milliard. Il y aura besoin de plus, il faut être très clair. Nous, on estime qu'au total, c'est environ 11 milliards d'euros qui sont à investir sur le réseau pour non seulement moderniser des chantiers de ce qu'on appelle le transport combiné. Vous savez, ce qui combine les atouts du rail sur la moyenne longue distance et du camion pour le dernier kilomètre. C'est aussi moderniser les accès au port. C'est aussi faire en sorte que les trains puissent être plus longs, faire des trains de 850 mètres. C'est évidemment plus intéressant et plus productif que des trains plus courts. Donc, il y a toute une série d'investissements que nous, on juge être accessibles d'ici l'horizon de 2027, d'ici 5 ans. Et puis, il y aura un deuxième besoin à plus long terme pour contourner les grandes métropoles. On a coutume de dire que Lille, Paris, Lyon sont des grandes métropoles qui ont beaucoup grandi ces dernières années, qui ont besoin d'infrastructures qui permettent de les contourner efficacement avec des temps de trajet performants. On vous remercie, Nicolas Gine, d'être venu nous éclairer sur les besoins en investissement du fret ferroviaire, l'un des outils effectivement pour décarboner l'économie française. Puisqu'on parlait d'argent, Rémi Babu, est-ce qu'on peut planifier à coût constant cette transition écologique ? C'est une très bonne question qu'on n'a pas regardée, pour tout vous dire, avec le Shift Project dans notre plan de transformation de l'économie française. Tout simplement avec un point de vue un peu provoquant que l'argent, c'est une convention entre nous pour échanger, se répartir la richesse, et que quand il faut en mettre sur la table, on peut en trouver si les enjeux sont à la hauteur. C'est-à-dire, c'était c'est un peu idéaliste quand même comme point de vue. C'est un peu idéaliste, mais pour nous, les vrais points bloquants de la transition, c'est l'énergie, la matière, le sol et la biomasse disponible, typiquement, qui sont des choses absolument stratégiques. Et aussi la compétence, la main-d'œuvre, la capacité à venir vraiment travailler sur la transition. Justement, Clément Sénéchal, on parle de la compétence, de la main-d'œuvre. Du côté de l'emploi, on imagine que cette transition écologique va déplacer des métiers. Est-ce qu'on a les compétences aujourd'hui en France pour justement avoir des nouvelles structures, des nouveaux métiers autour de cette transition ? Oui, alors là, c'est intéressant. On parlait des transports. C'est le premier secteur émetteur de CO2 en France. Donc, c'est une priorité absolue. Il va falloir réformer certains usages et en développer d'autres. Il va falloir proposer notamment aux classes populaires des types de mobilité qui soient décarbonées, qui soient accessibles, les mobilités collectives, douces, alternatives, etc. Et donc là, on va avoir besoin d'investissements massifs dans les infrastructures d'une part, dans la reconversion professionnelle et l'acquisition des compétences d'autre part. Je reviens juste sur cet argent massif qu'il va falloir trouver. C'est pas idéaliste. Je veux dire, le quoi qu'il en coûte, on nous en a servi pendant 2 ans pour faire face à la crise sanitaire. Non, mais de penser que l'argent est une convention, c'est un peu voilà. C'est une convention sur le plan analytique, c'est une convention. Donc voilà. Il n'y a pas de débat, vous êtes d'accord, mais la crise principale aujourd'hui, elle est écologique. L'insécurité aujourd'hui, elle est écologique. Donc il va falloir trouver cet argent. Il y a divers biais pour le trouver, par la fiscalité, par la création monétaire, etc. Non, mais on parlait de l'acceptabilité aussi des mesures. Et quand on parle d'un budget et quand je vous pose la question, c'est aussi pour savoir jusqu'à quel point ça va coûter à la vie des gens. Bon, si je peux ajouter une chose, dans son dernier rapport, le GIEC, qui sont quand même des scientifiques, voilà, c'est pas une bande de gauchistes énervés, il explique très clairement que de un, le coût de l'inaction est bien supérieur à celui de l'action, c'est-à-dire que si on n'agit pas aujourd'hui, tous les dégâts que ça va avoir sur notre société vont nous coûter très très cher, et qu'à côté de ça, en fait, les financements sont là, c'est juste qu'il faut les rediriger. Mais tous les financements sont là pour faire cette transition. C'est vraiment simplement un problème de où est-ce qu'on met l'argent aujourd'hui. Et pardon, il y a aussi la question des compétences. Est-ce qu'on a les compétences aujourd'hui pour assurer cette transition dans le temps qui nous est imparti ? Alors, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est clairement en retard par rapport à ça, parce que, par exemple, dans le domaine agricole, sur le secteur de l'agriculture, on sait qu'on va devoir doubler les effectifs et qu'aujourd'hui, on commence à avoir un peu un mouvement de personnes qui se forment sur ces questions-là, mais qui n'est pas encore assez important, et que tout ça aussi est lié encore une fois, cette question de vision de l'avenir et des imaginaires. C'est-à-dire, quels sont les métiers de demain ? Comment est-ce qu'on fait rêver aussi les jeunes aujourd'hui sur des nouveaux métiers et donc pas forcément sur le fait d'être dans une
une grande boîte dans les tours de la Défense, mais justement d'aller mettre les mains dans la terre. Et donc tout ça aussi, ça joue sur le fait de dessiner une vision de l'avenir. Et aujourd'hui, en fait, cette vision de l'avenir, elle est pas, en tout cas, elle est pas claire du tout. Et on a besoin de ça aussi pour se dire, on a envie d'aller vers cette vision-là. Et clairement, il y a des visions qui s'opposent. Et la question, c'est est-ce que demain, on a envie, je sais pas moi, d'être dans une ville où on va tous rouler en SUV électrique et on aura des taxis volants au-dessus de la tête, ou est-ce que on va avoir des arbres autour de nous pour faire face aux canicules et des pistes cyclables partout. Voilà. Et ça, c'est aussi une question de choix politique. Rémi Babu, est-ce que les experts, est-ce que les militants vont être impliqués dans les choix qui vont être faits dans cette planification? Par exemple, Jean-Marc Jancovici, qu'on a reçu ici, est-ce qu'il est reçu à l'Élysée pour discuter des grandes orientations qui vont être prises pour le prochain quinquennat? Alors, il a été reçu la semaine dernière. Ça a été tweeté par le président, et puis en même temps qu'un certain nombre de scientifiques et de membres du Haut Conseil pour le climat. Il faut savoir qu'en ce moment, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent quand même à ces questions-là depuis longtemps dans les ministères, il y a une démarche qui est issue de la loi Climat et Résilience et de son titre 8, qui est un peu passé sous les radars médiatiques parce qu'il ne nous impacte pas directement dans la vie de tous les jours, mais qui consiste à concerter les filières industrielles très émettrices de gaz à effet de serre dans l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale énergie-climat. Et donc, les associations, les experts sont clairement, quand ils ont un petit peu de connaissances et de recul sur ces sujets-là, à la fois filières professionnelles et prisme de lecture carbone, sont invités dans une certaine mesure à ces concertations-là. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup les décideurs des filières qui sont là et que ces gens-là sont, entre guillemets, pas câblés forcément pour penser la transition carbone. Et donc, il y a un vrai sujet de formation des décideurs économiques, des décideurs politiques. Et de dialogue possible. Pour que voilà, il y ait un dialogue qui soit possible, qu'on parte de constats partagés et d'objectifs aussi, si possible, partagés. Il est temps de conclure, Julien, avec le mot de la fin, comme chaque semaine. Oui, et ce mot, ce sera accro cette semaine, en clin d'œil à la célèbre formule du Hannibal de l'agence Touriste qui disait « J'adore quand un plan se déroule sans accro ». Et donc, il faudra bien se demander quels seront les accros à éviter pour le ou la futur locataire de Matignon en charge de cette planification. Il faudra convaincre les acteurs, on en a parlé, définir les arbitrages, prouver que cette transition peut se faire sans creuser les inégalités. Il faudra surtout éviter une planification à l'ambition réduite par rapport aux attentes de départ, faute de volonté ou de stratégie, car on pourrait alors lui reprocher une vision de l'écologie un peu plan-plan. Merci beaucoup, Julien. Merci à tous pour ce passionnant débat sur la planification écologique. Le 1 Hebdo est en kiosque et on vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, Julien, pour un autre débat.